Nawe, 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 blanc donne pas non cadeau d'aime. Blanc donne pas non cadeau. Comme les blancs nous ont colonisés, on voulait faire comme eux. Mais la différence, nous ne dit pas la vérité, mais eux ils disent la vérité. Ils ont appelé leur continent l'Europe. Vous-même vous voyez quand vous regardez l'Europe, ça ressemble à euro. On a appelé pour nous Côte d'Ivoire. Quand tu regardes partout là, ça ne ressemble pas à Ivoire, ça ressemble plutôt à la paix. On devait l'appeler la paix. Notre pays là, on devait le nommer la paix. Quand donne pas non cadeau d'air, Boubabou donne pas nos hasards. Chez nous en Afrique, on se donne des noms sans réfléchir. Mais chez les blancs, si un blanc t'a donné un nom, tu ressembles à ce nom. Je connais un blanc qui s'appelle Mac dents pourri. Quand tu vois ses dents tout est pourri. Y'a une femme qui s'appelle Madame Peur Poil. Quand tu la regardes là, elle n'a même pas de poils. Blanc donne pas non au hasard, blanc donne pas non cadeau. Abonnés et potentiels abonnés de l'espace onomastique sur Benadjali TV, vous voudriez bien suivre jusqu'au bout cette émission afin d'être édifié sur ce qu'il faut savoir sur nos noms, patronymes, matronymes, pseudonymes et ou toponymes. Et ce, grâce à l'éclairage d'un ancien de l'université de Douala au Cameroun, le docteur Bruno Bokolo, anthropologue, ethnologue. Voici en quoi consiste le travail d'un anthropologue, ethnologue et pourquoi il est indiqué pour mettre en lumière les savoirs onomastiques. Le travail d'un ethnologue, anthropologue consiste à mettre en lumière les fondements culturels de l'activité humaine, quelle qu'elle soit, à travers le temps et l'espace. L'anthropologue, l'ethnologue part du postulat selon lequel chaque peuple est détenteur d'une science, d'un savoir. Et pour mieux rendre compte de ce savoir-là, il faudrait aller au contact du dit peuple, apprendre son mode de vie, sa cosmogonie, ses mythes fondateurs, ses récits étiologiques qui retracent son origine, qui retracent sa vision du monde. L'anthropologue, en outre, a cette tâche qui consiste à saucissonner la réalité culturelle. C'est la raison pour laquelle nous avons des spécialisations afin de mieux connaître l'homme, afin de mieux connaître sa socioculture. Étant entendu que le comportement humain a toujours cette estampille, ce cachet culturel à travers le temps et l'espace. Le Camerounais que je suis, que vous êtes, à travers son comportement, est toujours indexé par rapport à ce que nous appelons ses habitus, dont un ensemble de comportements qu'il a internalisé de par son enculturation, c'est-à-dire de par sa socialisation dans le giron familial, à l'école primaire et maternelle, au secondaire et à l'université. Bien entendu, dans la société, parce qu'elle est aussi productrice de valeurs et de comportements. C'est de façon ramassée ce que l'anthropologue ou l'ethnologue que je suis essaye d'étudier. Nous sommes tous issus d'une ethnie. Et c'est la raison pour laquelle l'anthropologue ou l'ethnologue travaille pour que le savoir de ces ethnies-là, c'est-à-dire ce que nous appelons les ethnosciences, que ces ethnosciences-là soient connues. Pendant longtemps, les Occidentaux ont gommé ces savoir-être, ces savoirs, cette science-là, inhérente à nos ethnies, parce que
ceux-là qui nous ont précédés, non, nos ancêtres, ont vécu, ont fait face à certaines difficultés et y ont trouvé des solutions. Et ces difficultés-là, ces solutions, ils nous les ont transmises par le biais de l'expérience, par le biais de ce que nous avons appelé tout à l'heure l'acculturation, l'enculturation, dès la prime enfance jusqu'à l'âge adulte. Et elle se faisait comment? Par des classes d'âge, donc des classes initiatiques. Aujourd'hui, cette initiation que nous faisions dans le giron ethnique, que ce soit au village, que ce soit dans des aires culturelles précises, ces initiations-là ont été supplantées, remplacées par l'école occidentale. Si bien que mettre en lumière, en évidence, le savoir des ethnies n'est plus une chose commune à tous. Elle a donc été dévolue à l'anthropologue ou l'ethnologue que je suis. Sur les fonctions des noms, l'anthropologue ethnologue fait étalage de ses savoirs. Les noms ont une triple fonction, qu'ils soient patronymes, qu'ils soient matronymes, qu'ils soient des toponymes aussi, parce que les espaces sont pris en charge par la culture. À titre d'exemple, Douala porte le nom d'un ancêtre éponyme de ce peuple, Ewalais, qui par le biais des transformations, à la faveur des transformations linguistiques, a donné Diwala, et puis Dewala, et aujourd'hui Douala. Tout comme les noms humains, les noms des hommes, les noms des êtres humains, tous ces noms ont une triple fonction. La fonction d'identification, la fonction de filiation et la fonction de projet. La fonction de filiation, le nom du grec onoma, pour dire mot qui rappelle, qui identifie, qui situe un individu dans son arbre généalogique et hérité de ses ascendants. Le nom nous dit à quel lignage nous appartenons, à quelle famille nous appartenons, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit élargie. Le nom met en exergue notre filiation, notre appartenance ethnique, familiale et même spirituelle, parce que le nom a ceci de particulier qu'il nous inscrit dans un tissu de relations humaines, soit avec ceux qui nous ont précédés, soit avec ceux que nous partageons la vie en communauté, ceux avec lesquels nous partageons la vie en communauté. Ce peut être au village, ce peut être dans la maison, ce peut être dans un environnement qui particularise notre identité. C'est pour cette raison que le nom a aussi une fonction d'identité. Il nous dit qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Les noms que nous avons hérités de nos parents, de nos ancêtres, ont très souvent la fonction de message. Nous avons occulté cette fonction-là depuis longtemps. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous avons subi ce que nous avons appelé la décivilisation. Nous avons fait l'objet d'une décivilisation occidentale. Je parle là comme Robert Jolin, qui est le père de cette notion. Nous avons fait l'objet d'une décivilisation qui avait pour but de remplacer notre civilisation par celle de ceux-là qui nous ont colonisés. Si bien qu'aujourd'hui, résultat des courses, nous portons les noms, les prénoms des Occidentaux. Vous allez retrouver ceux qui portent des noms
judéo-chrétiens, des prénoms judéo-chrétiens, et ceux qui portent des prénoms français ou des prénoms anglais, des prénoms américains. Tout simplement, pourquoi? Parce que à un moment donné de notre histoire, nous avons fait la rencontre avec l'Occident, qui avait pour but, ces rencontres qui avaient pour but de remplacer notre identité première, notre identité d'Africain, par une identité d'emprunt qui nous a été imposée par l'Occident. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif était que nous pensions que même après que l'Occident s'en soit allé, que nous continuions de penser qu'il y aurait un cordon, un lien, un cordon ombilical entre eux et nous, au point où sans eux, nous ne serions rien. Donc notre identité, la fonction d'identité du nom, c'est pour restaurer un lien historique entre des peuples, entre des familles. Le nom a aussi la fonction de projet, du latin progetio, pour dire un plan destiné en vue d'être réalisé par un individu. Le nom que nous portons nous dit qui nous serons et qui nous sommes. C'est pour cette raison que dans certaines sociocultures, étant donné que nous l'héritons de ceux qui nous ont donné la vie, c'est-à-dire nos parents ou les parents de nos parents, le nom, les ascendants, les membres de la famille allaient consulter, allaient jeter les courriers, consulter les génies pour savoir qui allait revenir et par conséquent le nom qu'on allait attribuer au futur né, donc à l'enfant qui allait naître. Cela pourquoi? Tout simplement parce que l'on voulait solidifier le fait que dans nos cosmogonies, nous autres Africains pensons que la vie est circulaire, que l'on part et puis l'on revient. On ne va pas pour de bon. Quand on va dans le monde de l'au-delà, le village des survivants, comme nous l'appelons en petit, on va parce que l'on en a fini avec une partie des projets qu'on avait à réaliser sous la modalité du nom qui nous a été attribué. Et puis quand on reviendra dans une toute autre vie, on aura à faire honneur à l'autre nom que l'on va nous attribuer à cette forme de naissance-là. En fait, les négro-africains estiment que le nom a une fonction de projet parce qu'il nous permet de réaliser nos identités. Tous les projets que nos ancêtres nous demandent de réaliser dans ce monde et dans l'autre. Donc le nom est ce continuum ontologique entre ceux qui vivent et ceux qui sont survivants, pas les morts, parce que nous autres en négro-culture, nous distinguons les vivants et les survivants. Nous ne parlons pas de mort, ça c'est du latin mortis pour dire corps inanimé. Or, vous comme moi, savez que les morts en négro-culture ne sont pas morts. Ils quittent la modalité humaine, corporelle, pour un au-delà où ils ont la possibilité d'interagir avec ce qui reste dans le monde que vous et moi, dans le monde dans lequel vous et moi sommes. Donc, pour revenir à la fonction message du nom, le nom nous dit qui nous sommes, le nom nous dit qui nous serons, le nom nous dit quelle est notre personnalité. Il y a des individus, et là je vais toucher à ce que nos confrères morphopsychologues appellent les types de personnalité. Rien qu'à travers le nom d'un individu, l'on peut savoir qui il est, ce qu'il fera, ce que l'avenir
l'avenir lui réserve. C'est la raison pour laquelle je voudrais, avec votre permission, insister sur la dation des noms en négroculture. De plus en plus aujourd'hui, nous prenons cela à la légère et nous attribuons à nos enfants des noms à la faveur d'une émission, d'un film que l'on a, en fait d'une telenovela que l'on aurait regardé, tout simplement parce que cela sonne bien. Alors tenez-vous tranquille. Le prénom Fallon, par exemple, il est péjoratif. Il ne convoque pas des ondes positives pour l'enfant à qui on va le lui donner. Fallon vient du grec phallus, qui veut dire pénis. Et ne soyez pas surpris que l'enfant, la jeune fille à qui on va attribuer ce prénom-là, soit une fille de petite vertu, c'est-à-dire une prostituée pour parler vulgairement. Alors le prénom Joseph veut dire que Dieu ajoute. Alors vous prenez un nom comme Kwedi, vous ajoutez au prénom Joseph, ça donne Kwedi Joseph ou Joseph Kwedi, que Dieu ajoute la mort. Alors, vous voyez ce que cela aura comme incidence dans la vie de l'individu qui porte ce nom. Et je voudrais convoquer une expérience de la vie d'un ami qui nous est cher. Alors, dans leur famille, l'on s'est rendu compte de ce que tous ceux qui portaient le matronyme de l'une de leurs ancêtres finissaient tôt ou tard en prison. Quoi qu'ils aient fait, qu'ils aient été pour des hommes, de grands hommes comme on dit vulgairement au quartier, qu'ils aient été des hommes influents ou qu'ils aient été des femmes influentes ayant réussi leur vie, il ne se passait pas un moment de leur vie. En fait, à un moment donné de leur vie, ils faisaient la prison. Il a fallu que nous les rencontrions et que nous leur disions que, en réalité, l'ancêtre qui avait porté ce nom a eu affaire à poser des actes pour lesquels la société tout entière l'a sanctionné et l'a excommunié. Et comme elle était venue faire amende honorable, on lui a dit ok, bon, toi ton nom là doit être banni. En plus, on va te mettre en prison. Résultat des courses, tous ceux qui ont porté ce nom-là après elle faisaient toujours un séjour en prison. C'est pour dire que le nom a une place capitale dans la vie d'un individu. Nous autres négro-africains devrions faire très attention au nom que nous donnons à nos enfants. Nous pouvons même forger des prénoms pour nos enfants, des noms et des prénoms pour nos enfants, à condition qu'ils convoquent des énergies positives. C'est pas parce que nous avons suivi un lavage de cerveau, un lavage culturel, que nous allons continuer à attribuer des noms judéo-chrétiens, des noms arabes, des noms romains, des noms français à nos enfants. Je n'ai rien contre tous ces peuples-là, puisque à un moment donné de leur histoire, justement, les Romains ont eu à procéder de la sorte sur les Gaulois et les Francs, dont les ancêtres des Français, ils ont eu à le faire. Il a fallu une révolte, une révolution culturelle pour qu'ils se disent mais c'est quoi cette histoire, nous ne sommes pas esclaves. Pourquoi allons-nous continuer à porter les noms des Romains? En réalité, nous portons les noms des autres peuples. Cela voudrait dire que nous sommes toujours esclaves. Esclaves sur le plan identitaire, esclaves sur le plan filiatique et même esclaves sur l'avenir. Pourquoi? Tout simplement parce que notre avenir, notre identité, nos familles sont prises en charge, sont enfermées dans l'histoire des autres, une histoire qui n'est pas la nôtre. Ces arguments démontrent que les noms influencent nos personnalités. Vous avez un nom comme Olois ou Belois qui veut dire esclave. Alors, si vous lui ajoutez, vous lui accolez le prénom Jacques, Jacques qui veut dire le talon. Vous voyez, non seulement un individu est esclave, en plus,
il a un prénom qui renvoie au talon, qui est où? Qui est la partie inférieure du pied. Ça veut dire qu'il ne va jamais connaître une ascension sociale verticale, qu'il sera toujours le laquais, du moins la probabilité est forte qu'il soit toujours le laquais de tous les autres. Vous prenez un nom comme Okwan chez les petits pour dire la maladie. Alors, et vous lui accolez le prénom Jean, qui veut dire fils de la grotte. Alors, comment quelqu'un, un nom comme celui-là, un nom et un prénom, qui le prénom veut dire la maladie, et tout à côté, en fait, le nom qui veut dire la maladie et le prénom qui veut dire que Dieu bénisse. Du coup, l'individu aura une personnalité, une double personnalité, et la probabilité est forte que cet individu-là souffre de ce que les psychologues ont appelé la bipolarité personnelle, qu'il soit inconstant dans sa vie, dans ses réalisations, dans ses projets. Le nom, pour revenir à cet aspect de notre échange, le nom est tellement important que les sociocultures sont allées jusqu'à nommer les animaux pour épouser, dans l'espoir bien sûr d'avoir les qualités des 10 animaux. Tenez par exemple nos équipes de football dans notre environnement. Vous avez la panthère d'Undé, vous avez les lions de la Teranga, vous avez plus près de nous notre chère équipe nationale, les lions indomptables du Cameroun. Pourquoi? Tout simplement parce que là nous allons aborder un aspect de la filiation qui est la parenté totémique. L'être humain, le négro-africain et même les peuples d'ailleurs ont pu tisser des relations avec leur environnement, avec la faune particulièrement. Si bien que dans l'espoir de refléter les aptitudes, les capacités, les talents des 10 animaux, ils ont établi une parenté totémique avec les 10 animaux. Vous allez vous rendre compte que ceux-là qui prennent pour symbole un lion vont toujours avoir un comportement qui renvoie à celui du lion. Les noms sont traducteurs des statuts sociaux. Pour dire que l'Africain a réussi à établir des relations intimes avec son environnement. Si bien que le mythe d'Épiméthée, nous lui donnons raison aujourd'hui. Épiméthée, avec son frère Prométhée, Épiméthée qui dit à son frère, bon, moi, je vais épouser la nature, je vais la respecter, je vais établir des liens avec la nature sous toutes ses formes. Son frère, à contrario, Prométhée, qui dit, oh, moi, je vais la dominer. Je vais la dominer. Et Épiméthée de lui dire, l'avantage que moi j'ai, c'est que je pourrais avoir une personnalité multiple. Tout dans la nature pourrait me permettre d'être un survivant. C'est pour cette raison que le négro africain a pu établir des liens avec des totems, des animaux qui incarnent sa personnalité. Et lui, en revanche, incarne les qualités du dit animal. Lui qui est Bassa, Pongo, Douala, Betty, il a un animal totémique qui
est comme un parent pour lui, qu'il nourrit, qui garantit sa survie, celle de sa descendance, celle de sa lignée. Et comment cela se fait? Cela se fait autour d'un rituel, dans un rituel qu'on appelle un rituel de parentalisation où le géniteur, du moins l'aîné, le patriarche qui connaît l'animal, le fait venir et on le scarifie, on prend de son sang, on prend le sang de l'impétrant, donc de l'enfant dont on voudrait être, qui devra nous succéder, on prend de son sang et puis on fait un mélange. Et je ne peux pas entrer dans le détail, je préfère rester sur ce qu'il m'est permis de vous dire que d'aller d'aller en profondeur. Et c'est comme ça que le lien est établi entre l'animal et ce lignage-là. Nous distinguons en anthropologie, nous distinguons le totem qui est groupal, qui appartient à tout un peuple, qui est l'identité, la carte d'identité d'un peuple, et le nagual qui lui est individuel, qui est le totem individuel, qui n'appartient qu'à un individu. Et généralement, c'est celui-là qu'on donne à son successeur, celui-là qui va nous succéder. Cela se fait dans plusieurs aires culturelles, cela se fait dans plusieurs ethnies de notre pays. Ce que nous devons retenir, c'est que l'enjeu de la culture est très important. Il n'y a qu'en Afrique, en agroculture africaine aujourd'hui, où nous avons infériorisé, dévalorisé nos cultures. Ce sont elles qui ont fait la fierté de ce continent il y a plus de 150 000 ans, il y a plus de 10 000 ans. Parce qu'il y a 10 000 ans, l'Afrique était le berceau de la civilisation. L'Afrique rayonnait comme l'Occident aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous avons perdu cette splendeur-là? Tout simplement parce que nous avons infériorisé, nous avons piétiné notre identité culturelle. Comme les noms, les pseudonymes sont significatifs. Notamment Dagne et Magne dans l'ère culturelle des Grassfield. Pourquoi? Tout simplement parce que le nom traduit le changement de statut, ce type de nom. Pourquoi? Parce que l'individu qui hier était un individu qui n'avait pas un statut social enviable, étant donné que dans cette socioculture, l'on célèbre la vie, l'on célèbre le nombre d'enfants. Donner vie à 2 enfants d'un seul coup vous fait changer de statut. Vous qui êtes parent, vous qui êtes le père, vous qui êtes la mère du dit enfant ou bien des 10 enfants, vous devenez, la société vous attribue un statut qui est tel que l'on vous doit du respect. L'on doit s'incliner devant vous parce que vous avez donné la vie, vous avez donné non pas une vie, mais 2 ou plusieurs vies qui permettent à la société de se pérenniser, de rester en droite ligne, fidèle à sa vision du monde. C'est pour cette raison que la plupart des peuples ont donné des contenus au nom. Le nom ne se donne pas de manière hasardeuse. Le nom n'est pas le fruit des caprices d'un individu. C'est une pratique tellement sérieuse que dans d'autres sociocultures, l'on s'asseyait en famille et décidait de quel nom l'on allait attribuer à un futur enfant. Il y a même des peuples en Afrique de l'Ouest qui, 9 jours après la naissance, nous allons parler de nos frères Kera
du Tchad qui attribue le nom à l'enfant du côté maternel. C'est la grand-mère de l'enfant qui va donner le nom à l'enfant. Ça c'est le nom, ça c'est le matronyme. Parce que chez eux, ils associent le matronyme et le patronyme, donc le nom du côté du père et le nom du côté de la mère. Ils les associent donc. Le matronyme, on le souffle au père, qui lui le garde. 9 jours plus tard encore, donc ça fait 18 jours, la mère du géniteur, la mère du père, va aussi souffler le nom à son fils, le nom qu'ils ont décidé de donner à son fils. 9 autres jours plus tard, le père de l'enfant va souffler le nom, ce nom-là, à l'oreille de l'enfant, en lui disant que tu t'appelles tant. Bien sûr, cela se fait à 3 heures du matin dans la cour paternelle, c'est-à-dire la cour du père de cet enfant. À 3 heures du matin, pourquoi? Parce que dans cette socioculture, les ancêtres prennent part à ce processus de nominalisation, commencé 27 jours plus tôt. Donc c'est ce qui se fait. Il est regrettable de constater que la transcription orthographique des noms ne restitue toujours pas leur sens. Bien, merci de poser cette question. Les pseudonymes sont en réalité intrinsèquement liés à la personnalité modale ou de base, la personnalité de base d'un individu. C'est justement pour cette raison que pour des faits posés dans telle ou telle situation, la société ayant observé ce comportement-là décide donc de nominaliser, donc de nommer ce comportement ou bien d'affecter à ce type de personnalité-là un nom. Pourquoi? Parce que l'on se dit ce comportement-là est le comportement qui sied à tel type de nom. Raison pour laquelle la société se dit, en dehors de ce nom-là, nous pouvons lui donner, en dehors de ses noms originels, nous pouvons lui donner tel autre nom, d'où alias un tel. Et votre question me permet de nous faire remarquer ce qui suit. Dans la vie d'un individu ou dans les vies d'un individu, l'on peut agréger, additionner plusieurs noms. Je suis sûr que vous avez une personnalité multiple à la faveur de vos noms. Vous êtes à un moment de votre vie journaliste et là l'on vous donne un nom. Vous retrouvez le club du D0, on vous baptise des tophistes parce que vous marquez beaucoup de buts. Vous quittez la réunion familiale, on dit lui là il ressemble à tel ancêtre de par son comportement. Vous avez encore un surnom. Vous quittez de là, vous retrouvez votre club d'amis restreints qui vous affecte un nom. Si bien qu'un seul individu, l'individu que vous êtes, peut avoir plusieurs facettes nominales et qui constitue sa personnalité. Le plus important, c'est d'avoir des facettes nominales, donc des noms qui sont porteurs de bonheur, porteurs de chance. Or, nous aujourd'hui, nous avons des noms, des pseudonymes, comme vous avez dit, pseudo, donc de faux noms, pseudo, donc des noms quelconques, des noms de moindre valeur, des noms de qualité douteuse même parfois, des noms qui convoquent tout ce qui est négatif. Ah ben non, nous valons plus que ça, puisque nous sommes doués d'intelligence. Nous sommes des êtres des sujets pensants, des êtres qui peuvent forger leur avenir par eux-mêmes.
C'est pour cette raison qu'il est indispensable de prendre des noms avec beaucoup de sérieux. La vraie connaissance de soi commence par celle de son nom. Il faudrait y repenser. Parce que, comme nous l'avons vu, le nom étant capital dans la réalisation de l'individu, dans la réalisation du soi, il est impérieux que ceux-là qui sont en charge du processus de nominalisation soient des personnes bien formées, qui sachent les valeurs de nos cultures, de nos sociocultures, qui connaissent, donc ces individus-là, ces personnes-là, qui connaissent la portée des noms, comment ces noms-là s'attribuent et comment ils résonnent, comment ces inflexions-là, ces intonations-là, comment elles se disent, comment on doit les répéter. Et le son étant parfois différent de l'écriture, donc des idéogrammes que l'on agence, puisque, et c'est aussi cela le gramme avec nous autres Africains aujourd'hui, nous sommes héritiers d'une culture des autres qui doit cohabiter avec notre culture. Et c'est la culture des autres là qui nous permet de rendre compte de la nôtre. Vous voulez écrire un nom. Les idéogrammes sont grec et latin. La conséquence logique, c'est que nous ayons des problèmes, que nous ayons des cas comme cela. Pourquoi? Parce que les idéogrammes, l'écriture n'est pas en nos idéogrammes. C'est des idéogrammes grecs, français, latin et même arabe. Dans une certaine mesure, le négro africain parfois se retrouve dans une situation où il fait avec, comme M. Foucault a dû faire avec jusqu'à aujourd'hui. Et cela détermine sa personnalité, puisque c'est une autre intonation qui n'a peut-être rien à voir avec sa personnalité originelle. Et il en pâtit, il en subit les conséquences. S'il porte malheur, le nom peut être changé, bien que ce soit bien difficile au plan administratif. La loi camerounaise le prévoit, sauf que la procédure irrélative est dantesque, elle est éprouvante, parce qu'il y a des enquêtes qu'il va falloir faire. Pourquoi voulez-vous changer de nom? Il va falloir aller à la Cour suprême, faire... Bref, c'est surhumain, c'est éprouvant à la limite. Donc, changer de nom, bon, l'identité est, contrairement à l'identité occidentale qui est figée, l'identité africaine est dynamique. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez avoir plusieurs noms au cours d'une même vie et au cours de plusieurs vies. Seulement dans le contexte occidental, c'est difficile. Votre identité, vous la garderez jusqu'à la fin de vos jours. La même carte d'identité que vous avez, vous l'aurez jusqu'à... En tout cas, les informations qui y sont doivent être les mêmes jusqu'au jour où vous irez dans le monde des survivants. Engagé dans une procédure de dénominalisation, vraiment, c'est de dépersonnalisation et de repersonnalisation serait vraiment difficile dans notre contexte. Mais dans les pratiques usuelles en négroculture, cela se faisait à travers un rite de débaptisation et un rite de baptisation où on se rendait compte que le nom qu'on a donné à l'enfant, si vraiment... Non, c'est pas un nom qui lui porte chance. Donc, on organisait une cérémonie à cet effet et au cours de laquelle l'on le dépersonnalisait et l'on lui attribuait une toute autre identité personnelle. Pensez-vous que se connaître, c'est d'abord connaître son nom? Se connaître, c'est d'abord connaître son nom. Je peux l'affirmer de manière péremptoire. Aujourd'hui, plusieurs ne connaissent pas leur nom. Ils n'en connaissent pas la symbolique, la signification. Et pourtant,
ils en subissent les conséquences. Parfois, les difficultés de la vie peuvent être liées à ce que le nom que nous portons nous enserre, nous bloque. Nous ne savons pas si celui qui a porté, le tout premier à avoir porté le prénom Bruno, qui veut dire noir, nous ne savons pas s'il était un nom bien, s'il a fait preuve d'exemplarité dans la communauté. Mais nous, aujourd'hui en Afrique, nous les portons. Nous ne les questionnons pas. Ah, c'est papa qui a voulu. Ah, c'est mon grand-père qui a voulu. Ah, et nous faisons avec. Donc, il est très important, il est nécessaire de connaître la symbolique de son nom. Parce que ce nom-là détermine qui nous sommes et ce que nous serons demain. Plus que jamais, sachant que les noms ont un impact sur nos succès, nos échecs, notre développement, notre existence. Nos noms peuvent influencer notre personnalité, notre développement et partant le développement de notre nation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer la clochette de notification pour être toujours au courant de nouveaux contenus. Vouloir bien nous dire de quel pays ou région vous nous suivez. Vous avez liké, vous avez aimé, alors partagez, partagez et partagez encore. À la prochaine. Blanc donne pas non cadeau. Comme les blancs nous ont colonisés, on voulait faire comme eux. Mais la différence, nous ne dit pas la vérité, mais eux ils disent la vérité. Ils ont appelé leur continent l'Europe. Vous-même vous voyez quand vous regardez l'Europe, ça ressemble à euro. On a appelé pour nous Côte d'Ivoire. Quand tu regardes partout là, ça ne ressemble pas à Ivoire, ça ressemble plutôt à la paix. On devait l'appeler la paix. Notre pays là, on devait le nommer la paix. Blanc donne pas non cadeau d'air, Boubabou donne pas nos hasards. Chez nous en Afrique, on se donne des noms sans réfléchir. Mais chez les blancs, si un blanc t'a donné un nom, tu ressembles à ce nom. Je connais un blanc qui s'appelle Mac dents pourries. Quand tu vois ses dents tout est pourri. Y'a une femme qui s'appelle Madame Peur Poil. Quand tu la regardes là, elle n'a même pas de poils. Blanc donne pas nos hasards.